Lozé, la parole est à Madame Annick Girardin pour le groupe de RDP. Madame la Présidente, Madame la Garde des Sceaux, Messieurs et Madame les rapporteurs, mes chers collègues, j'en profite immédiatement pour vous remercier, Madame et Monsieur le rapporteur, pour le travail que vous avez accompli lors de ces travaux et pour cette deuxième lecture sur un sujet hautement important. Notre Assemblée est saisie en nouvelle lecture du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière et du projet de loi organique relatif au procureur de la République financier. Ces textes, faut-il le rappeler, font partie du train de mesures annoncées par le Président de la République lors de son allocution télévisée le 10 avril dernier, mesures transformées illico presto immédiatement donc en projet de loi et adoptées en Conseil des ministres le 24 avril. Comme les deux autres projets de loi relatifs à la transparence de la vie publique, que la représentation nationale vient de voter définitivement il y a quelques instants, ces deux textes ont révélé de larges divergences entre les deux chambres parlementaires, divergences que l'examen au pas de charge n'a pas permis de surmonter. Là encore, la commission mixte paritaire réunie à l'Assemblée nationale, vous l'avez dit, le 23 juillet, n'est pas parvenue à établir un texte commun sur les dispositions restant en discussion sur ces deux textes, l'opposition étant extrêmement nette, s'agissant surtout de la création du procureur de la République financier, que le Sénat a rejeté pour lui préférer une extension des compétences du parquet et du tribunal de grande instance de Paris, ou encore s'agissant de la constitution de partie civile des associations et de lutte contre la corruption. Sur ces deux points, Madame la Garde des Sceaux, je le dis d'emblée, les députés du groupe 2RDP partagent la position de la Haute Assemblée. Nous avons déjà eu l'occasion de rappeler que la suppression du monopole dont bénéficie aujourd'hui le ministère public pour l'exercice des poursuites pour faits de corruption et trafic d'influence impliquant un agent public d'un État étranger ou d'une organisation internationale nous laissait extrêmement dubitatifs et constituait un dangereux aveu. Quant au futur procureur de la République financier, nous ne sommes pas plus convaincus. Dès le départ, cette disposition, qui fait l'objet du titre 3 du projet de loi et qui avait été ajoutée précipitamment au projet de loi ordinaire par lettre rectificative 13 jours après le dépôt du texte, a rencontré notre scepticisme, pour ne pas dire notre hostilité, à l'instar de la quasi-totalité des magistrats qui ont eu à s'exprimer sur cette question. En effet, comme le président de la conférence des procureurs généraux, nous estimons que la création du procureur financier va à l'inverse de la logique de transversalité qu'impose la lutte contre la délinquance financière, souvent liée au grand banditisme et au crime organisé, voire au terrorisme. En outre, l'organisation juridictionnelle qui en résultera apparaît problématique et des conflits de compétences ne manqueront pas d'apparaître entre juridictions spécialisées en matière économique et financière. Je fais mienne l'appréciation de notre collègue sénateur Nicolas Alfonsi. Une telle réforme méritait une plus grande réflexion. Cependant, puisque l'Assemblée a le dernier mot, et il est plus que probable que le procureur de la République financier verra le jour, dans ce cas, le principe de réalité doit l'emporter. Ce nouveau magistrat, rattaché au parquet de Paris, devra bénéficier des moyens nécessaires pour lutter contre la grande délinquance financière. Le renforcement des outils dont il disposera, en particulier le recours aux techniques spéciales d'enquête, devra lui permettre, souhaitons-le, d'exercer efficacement ses fonctions. L'élargissement du champ d'application de règles dérogatoires, en particulier par rapport au régime du droit commun de la garde à vue, ne peut nous laisser insensibles. La possibilité de l'intervention de l'avocat, que l'avocat soit différé pendant une durée maximale de 48 heures, n'est pas anodine. J'avais eu l'occasion d'exprimer certaines préventions lors de l'examen en première lecture, ici même. En matière de preuve du délit de blanchiment, le renversement total de la charge de la preuve, qu'impliquait la version de l'article 2 bis adoptée initialement par l'Assemblée nationale, posait clairement un problème constitutionnel au regard du principe de présomption d'innocence. La rédaction qui nous est maintenant proposée, en subordonnant le renversement de la charge de la preuve à une condition préalable liée aux conditions de réalisation de l'opération, dont il faudra établir qu'elles ont pour objet de cacher sa véritable finalité, est-elle convaincante? La complexité des montages financiers constituera une sorte d'indice d'illicéité. La juridiction financière, les agents de Tracfin et les enquêteurs judiciaires sauront, espérons-le, tirer profit de ce nouveau dispositif. Enfin, s'agissant de la possibilité pour le fisc
et les douanes, de se fonder sur des preuves d'origine illicite dans le cadre de redressement ou d'enquête administrative, et plus généralement à propos de ce qu'il est convenu d'appeler le verrou de Bercy, les débats ont été particulièrement denses. Des désaccords entre la Commission des lois et la Commission des finances du Sénat, l'une désireuse d'encadrer cette possibilité d'utiliser des preuves illicites en rétablissant le filtre du passage par un juge gardien des libertés individuelles, l'autre souhaitant au contraire élargir cette possibilité. Il pouvait et il devait en ressortir un point d'équilibre qui avait été exprimé par le ministre du Budget d'ailleurs, au banc du Sénat, le 18 juillet. La précaution émise par le rapporteur aux lois était légitime, le souci de celui des finances compréhensible. Il s'en était remis à la sagesse de l'Assemblée sénatoriale et l'amendement de notre collègue sénateur Marc à l'article 10 n'avait pas été adopté. Aujourd'hui, le rapporteur nous propose de revenir au texte de l'Assemblée tel qu'il résultait des amendements de la rapporteure pour avis de la Commission des finances, nous souhaitant que les débats qui vont s'engager soient sereins, en gardant à l'esprit la nécessité de protection des droits et libertés individuelles et la recherche de l'efficacité administrative, les deux n'étant évidemment pas incompatibles. Réduire le débat en ces termes nous renverrait à l'époque de la justice retenue. Nous n'en sommes plus là, chers collègues. L'un n'exclut en effet pas l'autre. Enfin, j'évoquerai le dispositif de protection des lanceurs d'alerte. Vous savez que ce dispositif nous met très mal à l'aise, pour reprendre les mots de mon collègue Alain Touré, ce qu'il a exprimé en commission. Si l'amendement de notre collègue Goaz-Doué, qui tend à insérer un régime de protection générale des lanceurs d'alerte dans le Code du travail et dans le statut général de la fonction publique, a été rétabli dans son intégrité, puisque le Sénat avait limité cette protection au seul témoignage devant les autorités judiciaires ou administratives, la précision selon laquelle l'infraction pénale concernée ne pourrait qu'être un crime ou un délit, et non une simple contravention ayant été heureusement conservée. Il reste que les interrogations que vous exprimez, Madame la garde des Sceaux, au Sénat, que vous avez exprimées, Madame la garde des Sceaux, au Sénat, restent entières. Le projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires instaure, dans son article 3, une garantie visant à protéger l'agent public qui se fait lanceur d'alerte. Pourquoi alors maintenir le grand 2 de l'article 9 dans le présent projet? Tout cela, finalement, aurait pu être, avec un peu moins de précipitation, de meilleure législation, tout en étant, bien entendu, d'accord sur l'extrême nécessité de lutter contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière. Et il fallait s'y atteler. Nous restons, à ce stade, dubitatifs et souhaitons que les débats qui vont s'engager ici permettent de dissiper nos doutes et nous permettent également de pouvoir, in fine, voter ce texte ou ces textes. Les errements consacrés par le temps sont difficiles à détruire, mais il faut absolument revenir à une législation plus longtemps débattue et donc plus légitime. N'oublions jamais que c'est la procédure d'examen et d'adoption d'une norme qui font sa valeur intrinsèque avant son contenu. Je vous remercie. Merci, Madame